Faut-il craindre un embrasement de la région ? La tension est extrême dans l'ensemble du Moyen-Orient. Israël, Koweït, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman, Irak, Chypre. De nombreux pays ont été visés par des tirs de riposte de Téhéran. La journée a commencé au son de fortes explosions à Dubaï, Doha ou encore à Manama. Et pendant ce temps-là, l'armée israélienne poursuit ses frappes. Des centaines d'avions bombardent simultanément l'Iran et le Liban en riposte à des tirs du Hezbollah. Au moins 31 morts et 149 blessés. On va prendre tout de suite la direction de Tel Aviv, rejoindre notre correspondant sur place, Maël Benoliel. Bonjour à vous, Maël. Le risque d'embrasement, en tout cas, est réel. Oui, le Hezbollah est entré dans le conflit en soutien de l'Iran cette nuit. Israël désormais menace de s'en prendre à son chef, Naïm Qassem. Il a une cible sur le dos selon le ministre de la Défense israélien. L'État hébreu qui va intensifier ses frappes ces prochaines heures et ces prochains jours contre le mouvement chiite pro-iranien au Liban, après avoir déjà bombardé cette nuit son fief dans la capitale libanaise. Selon certaines sources ici, Israël envisagerait même une incursion terrestre au sud Liban dans les prochains jours. Hier, l'armée israélienne a rappelé 100 000 hommes, 100 000 réservistes. Pour le moment, les autorités ici ont décidé de ne pas demander aux Israéliens vivant le long de la frontière libanaise d'évacuer, mais ils doivent évidemment rester dans leurs abris ou à proximité entre deux alertes. Voilà, Maël Benoliel depuis Tel Aviv. Et à l'instant, l'armée israélienne dit que pour l'heure, en tout cas, rien ne justifie d'envoyer des troupes israéliennes au Liban. En tout cas, on comprend effectivement que le chef du Hezbollah a une cible dans le dos. C'est ce que vient de nous dire Maël Benoliel. On comprend aussi que ce n'est que le début, finalement, de ces affrontements. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Rina Bassis, vous êtes ancienne diplomate, correspondante de la radio israélienne et rédactrice au journal américain Al Monitor. Bonjour à vous. Bonjour, général Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême aussi de la transformation à l'OTAN. Didier Djadi est avec nous également. Bonjour, vous êtes sociologue, universitaire et réfugié politique iranien. Vous êtes l'auteur de ce livre « Iran, islamisme, laïcité », histoire d'un affrontement justement. Et puis Marine Haï est avec nous également. Bonjour Marine. Bonjour Flore. Spécialiste des questions internationales pour France Info. Le chef du Hezbollah, une cible, c'est Naïm Qassem, comme l'a dit Maël Benoliel, c'est le successeur d'Hassan Nasrallah, évidemment, qui refuse toujours de se désarmer son mouvement. Ça veut dire que ça y est, le Hezbollah est entré dans le conflit et le conflit va prendre un tout autre visage. Absolument. Donc, il y a à peu près plus d'une semaine, Hezbollah avait annoncé que s'il y a la guerre entre le régime iranien et puis les Américains, il ne va pas rentrer dans le conflit là. Sauf si, effectivement, c'est Khamenei qui est tué. Donc aujourd'hui, fidèle à son engagement vis-à-vis de ce régime barbare et iranien, et donc il commence effectivement ses attaques contre Israël afin d'affaiblir, si vous voulez, des Israéliens dans leurs attaques contre le régime. Et que donc cela, bien évidemment, pour les Iraniens, toujours, Hezbollah a été considéré comme l'allié du régime et l'affaiblissement de ce mouvement intégriste a été souhaité largement également par les Libanais eux-mêmes, car ils ont véritablement paralysé la vie politique libanaise également. Mais aujourd'hui, si vous voulez, avec la riposte donc de la part des Israéliens, eh bien, c'est une évidence qu'ils ont perdu pas mal de leur force, le Hezbollah, et ils vont pas pouvoir résister face aux attaques, et bien évidemment, des Israéliens contre eux au Liban. Mais néanmoins, le régime iranien a demandé, on a eu quelques éléments d'information, que la totalité des réseaux terroristes soient mobilisés là. À la fois le Hezbollah, mais également Hachad al-Sha'bi en Irak, mais aussi donc Hamas. Mais on sait que la force de ces courants, de ces réseaux, s'est diminuée, si vous voulez, là. Y compris Hachad al-Sha'bi qui est en Irak. Et il y a des conflits au sein de ces réseaux-là. Eh bien, ils n'ont pas la force qu'ils avaient auparavant pour pouvoir soutenir le régime iranien. Il y a déjà des bilans provisoires, évidemment, de ces frappes. On les a donnés, donc 150 blessés, 31 morts au Liban. En l'occurrence, Fureur Epic, c'est le nom de cette opération américaine qui a visé les membres du régime iranien, dont, vous l'avez rappelé, le guide suprême Ali Khamenei, qui a été tué. Le bilan provisoire, c'est déjà en Iran de 555 morts, selon le Croissant Rouge iranien. Jean-Paul Paloméros, ce n'est que le début pour vous de cette opération ? Oui, c'est une opération vraiment qui a un caractère stratégique dans la mesure où, visiblement, les Américains, le président Trump, visiblement
Benjamin Netanyahou, ce qui n'est pas surprenant, ont décidé de trancher un peu le nœud gordien, si vous voulez, et de traiter la menace iranienne à la hauteur de ce qu'elle est, puisqu'il n'a pas pu être possible de négocier avec les Iraniens. Le coup près est tombé, ce qui veut dire derrière que pour atteindre des objectifs qui sont encore un peu flous, parce que changement de régime, c'est un objectif très politique, presque idéaliste. Mais entre-temps, il y a quand même quelques étapes à franchir, si vous voulez. Et la première étape, c'est de taper fort sur la tête du régime. Ça, c'est une partie est faite. Et ça va continuer, à mon avis, que ce soit pour le Hezbollah ou les autres, puisqu'il y a des remplaçants qui n'ont pas l'air plus collaboratifs. Et de l'autre côté, amoindrir, affaiblir au maximum cette république islamique, c'est-à-dire frapper sur ses capacités, le nucléaire, bien sûr, toujours et encore, les missiles balistiques, les drones, tout ce qui peut affaiblir le régime. La marine, ça c'est quasiment fait déjà. Vous voyez, on y va par étapes, ça fait jamais que 2 jours que ça a commencé. Mais on ne sait pas encore si des sites militaires ont été ciblés, justement, par les Américains ? Il y a forcément des cibles d'intérêt. Ils sont obligés quand même de prioriser. Ils ne peuvent pas tout faire. Une campagne aérienne, ça dure. Ils avaient éliminé, évidemment, j'aurais dû commencer par là, toute la défense aérienne. Donc le ciel est à eux. Et ça, c'est quand même un avantage considérable. Ils peuvent faire voler des drones, ils peuvent... Donc voilà, mais il ne faut pas s'attendre à une campagne courte, d'autant plus qu'on veut qu'elle soit la plus précise possible. Alors, c'est intéressant, le chiffre parlant des dommages collatéraux... 55 morts en Iran. Alors, personne ne peut l'attester, ça sera toujours trop, c'est sûr. Une campagne de cette nature, aussi précise soit-elle, elle fera forcément des morts. Maintenant, l'Iran a intérêt à monter en épingle ces chiffres, bien entendu. En tout cas, du côté israélien, évidemment, on comprend qu'on continue de bombarder, on l'a dit, avec des centaines d'avions simultanément au Liban et en Iran. Rina Bassiste, vous parliez des objectifs généraux. Les objectifs de Benjamin Netanyahou ne sont peut-être pas les mêmes que les objectifs de Donald Trump. Effectivement, le président américain a annoncé un délai qui est plus ou moins 4 semaines. Mais on connaît le délai de M. Trump. Il a utilisé plusieurs fois, notamment sur l'Ukraine. Il a tendance à sous-estimer ces délais. Toutes sortes de deadlines plus ou moins courtes ou longues. Et l'écran israélien est que le président ne va pas se tenir à cette échéance de 4 semaines. Il va décider peut-être plus tôt que ça y est, Ali Khamenei est éliminé. Peut-être c'est le moment justement d'écourter l'opération. Donc là, on va effectivement, l'armée israélienne va essaye justement d'intensifier le plus possible ses frappes, de se débarrasser le plus possible d'abord de leadership iranienne, de frapper le plus possible de sites de missiles balistiques, le plus possible de sites nucléaires, même si on n'est pas tout à fait sûr à tel point vraiment il y avait des frappes sur le site nucléaire. Ça, c'est quelque chose qui reste encore assez... cette information. Voilà, c'est encore assez vague, mais c'est peut-être un choix aussi. C'est peut-être un choix de Washington et Jérusalem de ne pas communiquer sur ce sujet. Général, vous avez des informations à ce propos ? Non, mais on sait qu'il y a eu des frappes, je crois que c'est à Natanz, à Isfahan, donc c'est le système nucléaire qui est visé, aussi bien les experts que tout ce qui contribue, pas forcément l'arme elle-même, si vous voulez. Marine ? Ça fait la différence entre les États-Unis et Israël sur cette question-là, c'est que ça fait plus de 30 ans que Benjamin Netanyahou rêve toutes les nuits d'attaquer l'Iran. C'est même pour lui. Il essaie d'en convaincre les États-Unis. C'est une menace existentielle en même temps pour son pays, et il faut dire que les Iraniens lui ont donné du grain à moudre en la matière, puisque souvenez-vous des phrases depuis les années 2000. Chronologiquement, Benjamin Netanyahou est entré au pouvoir en 96. Ahmadinejad, qui était le président iranien au début des années 2000, voulait anéantir Israël. Donc ça a toujours été son objectif. La dernière fois que je me suis rendue en Israël, c'était bien avant le 7 octobre 2023. Et il se trouve que la population israélienne ne parlait même plus du conflit israélo-palestinien. Leur seule attention était
tourner vers l'Iran. C'est un sujet qui revient et qui revient et qui revient. Le point commun, en revanche, entre les Israéliens et les Américains, c'est que tous les deux ont des élections en ligne de mire. Et donc là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut absolument pour les deux pays que ce soit un succès, que ce soit pour Benjamin Netanyahou ou pour Donald Trump. Mais je vous propose d'écouter ce qu'en disait notre ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui a toujours des idées bien affûtées, en tout cas, sur la géopolitique mondiale. Et il exprimait, lui, ses doutes quant aux objectifs, justement, peut-être différents entre les deux pays. Écoutez. Ce que nous voyons ce matin au Moyen-Orient, c'est le franchissement de tous les seuils. Une guerre ouverte, une guerre qui risque de devenir régionale, une guerre impériale dont les buts sont imprécis et une guerre qui est marquée par beaucoup de contradictions. On le voit quand on écoute les responsables israéliens et américains quant aux motivations, quant aux objectifs. Et l'on sait tous que quand les objectifs ne sont pas précis, quand ils ne sont pas clairs, eh bien, il y a le risque de l'enlisement, il y a le risque de conséquences tragiques. Les objectifs généraux ne sont pas clairs, justement. On le disait, pour Donald Trump, c'est d'aller très vite et d'essayer de régler cette question, encore une fois, comme il règle les autres, c'est-à-dire très rapidement. En l'occurrence, pour Benjamin Netanyahou, c'est le combat de sa vie. Oui, alors ils se rejoignent sur un point, c'est l'affaiblissement significatif, pour le moins, du pouvoir de l'Iran et de ses affidés, de ses proxys. Les proxys, ce sont les soutiens iraniens des organisations non gouvernementales, non étatiques. Ce que vous avez cité. Voilà. Mais le principal, c'est le Hezbollah. Oui. Ça reste le Hezbollah. Il n'a pas tort, Dominique de Villepin. Les objectifs ne sont pas clairs, évidemment, puisqu'on est passé, on a découvert, à travers d'une conférence de presse, ou en tout cas une prise de parole de Donald Trump, que c'était le changement de régime. On ne savait pas. Le changement de régime, comme on l'a déjà expliqué, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, même si c'est un très bel objectif qu'on peut soutenir par principe. Mais il ne faut pas croire que ni les bombardements aériens, ni une autre action militaire que je ne vois pas se dessiner pourrait vraiment produire cet effet. Donc il faut des effets qui soient moins ambitieux dans un premier temps, mais plus pratiques, pour transformer ça effectivement en opération militaire. C'est exactement ce qui est en train de se faire. En ce moment, on réduit l'arsenal, on réduit le potentiel de menaces que représente l'Iran, et avec peut-être en tête de se dire ça sera toujours ça de prix, de la part de Netanyahou. Peut-être qu'il ne se fait pas d'illusions sur le fait que ça ira pas jusqu'au bout de ses objectifs de changement de régime. Ça serait l'idéal. Parce qu'après, tout disparaîtrait finalement. Didier Djadi, on a cru ce week-end potentiellement à un affaiblissement, en tout cas, de ce régime des mollahs iraniens. Et on voit que la résistance, elle est là, avec la riposte de Téhéran qui est massive. Oui, mais permettez-moi de dire un petit mot concernant l'intervention. Disons, est-ce que les objectifs sont clairs ? Il y a 3 objectifs. Le peuple iranien, c'est le renversement du régime. Le gouvernement israélien, c'est changer le régime. Et l'objectif américain, au départ, c'était justement conditionné par les 4 demandes américaines, c'est-à-dire l'enrichissement zéro et la question des missiles, mais également la question donc des réseaux terroristes au Moyen-Orient et également les 400 kg effectivement de l'uranium enrichi. Puisque le régime iranien a résisté jusqu'au bout et il ne voulait pas céder, donc effectivement ils sont devenus déterminés et donc en même temps assez proches par rapport à l'objectif israélien. Oui, mais c'est pas la même. Donc il y a une évolution par rapport à leur objectif initial. Ils se sont retrouvés, en tout cas, ces derniers temps sur cet objectif. Et si vous voulez, sur cet aspect-là, bien évidemment, le peuple iranien veut aller vers la démocratie, vers une gouvernance laïque, même si cela n'est pas tout à fait conforme à ce qui est éventuellement souhaité par des Israéliens, mais quand même, il y a une certaine proximité, si vous voulez, à ce niveau-là. Et que, par conséquent, je pense que les objectifs sont, pour une large partie, clairs à partir du moment où ils ont commencé à attaquer, y compris les Américains. Ils voulaient avoir dans leur, stratégie qu'on va y aller vers le changement de ce régime-là. On ne peut pas négocier, à mon avis. Mais qui lead entre les États-Unis et Israël, Rina Bassiste ? Est-ce que les États-Unis délèguent en partie à Israël certaines tâches, entre guillemets, ou est-ce que c'est Israël qui a réussi à convaincre les États-Unis ?
Je ne suis pas sûre si on peut dire qu'Israël a réussi à convaincre les États-Unis. Certes, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements israéliens qui étaient présentés, soit aux homologues américains à Washington, mais aussi, on peut s'imaginer dans la dernière rencontre entre le président Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahu il n'y a pas très longtemps. Mais il fallait aussi que les Américains se convainquent eux-mêmes de se lancer. Mais je voulais dire un petit mot justement sur la détermination de M. Netanyahu. Et certes, c'est le combat de sa vie, le sujet de la menace nucléaire iranienne. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2012, il a quand même reculé au moment où il n'avait pas justement l'accord des Américains. Soudainement, il a pris peur. Il y avait un moment opportun. Il a décidé non. Il a beaucoup regretté, je pense, depuis, parce que c'est ça qui a en fait permis à ce programme de proliférer. Ils ont beaucoup avancé jusqu'à 2015, juste à l'accord. Maintenant, on est après 2 ans et demi, après le 7 octobre. Donc, toute la configuration en Israël est complètement changée. Toute la perspective est différente. C'est pour ça, en fait, qu'il ne parle plus de juste éliminer les menaces nucléaires. Netanyahu parle de façon extrêmement ouverte. Il appelle à un changement de régime parce que pour lui, la menace est tellement complexe, tellement énorme, les missiles, le nucléaire, les proxies, que ce régime, ils sont de mauvaise foi. Même si on arrive à un accord, ça sera un mauvais accord. La seule solution pour lui, pour Israël, c'est un changement de régime. On n'est pas tout à fait sûr que le président américain, même s'il dit maintenant qu'il aimerait bien voir, il appelle les Iraniens à se révolter, c'est pas sûr qu'il va aller si loin, jusqu'au bout, comme Netanyahou le souhaite. C'est mettre hors d'état de nuire, finalement, les proxys, justement, ces soutiens de l'Iran, parce que ça, on parle d'embrasement dans la région générale, pour le coup, ça nous semble complètement mettre à mal la stabilité de la région. Mais les proxys n'existent que parce que le régime, la République islamique existe dans sa forme actuelle. C'est elle qui a créé ces enfants terribles. Donc, il faut aujourd'hui, Israël a beaucoup frappé les proxys. On l'a vu dans la guerre des 12 jours, avant même la guerre des 12 jours, et ensuite a décidé de frapper l'Iran en conjonction avec les États-Unis. C'était une première étape, mais on voit bien ils voient bien qu'ils ne sont pas allés assez loin. Finalement, ça n'a pas atteint les objectifs. Ça a réduit un peu le potentiel iranien, mais jusqu'à un point qui n'est pas évident. Peut-être le programme nucléaire un peu, on l'a sans doute retardé. Mais on voyait bien que se dessinait une autre campagne derrière parce que le job, entre guillemets, n'avait pas été fini. Maintenant, la question est de savoir si celui-ci sera terminé avec des objectifs qui ont été rappelés, qui sont plus ou moins ambitieux, qui sont plus ou moins politiques. Et puis, une grande question, c'est Donald Trump. Alors, on va y revenir à partir de moi, je ne pensais pas qu'il irait, donc... 11h30, effectivement, ça va être notre angle. Rassurez-vous. Donald Trump, qui a beaucoup à perdre aussi dans le déclenchement de ces frappes. On y reviendra dans un instant. Mais on apprend à l'instant qu'il y a de nouvelles explosions qui ont été entendues à Jérusalem, selon une journaliste de l'AFP. Alors, évidemment, on continue d'en parler sur France Info. Marine, il faut bien qu'on comprenne, vous avez vécu, vous, justement, dans le Golfe, précisément. Pour ces pays-là, c'était inenvisageable d'être ainsi attaqués. Oui, moi, j'ai vécu... Alors, pas Israël, évidemment, mais dans les pays qui ont été attaqués hier. J'ai vécu à Abu Dhabi, j'ai étudié, puisqu'on a non seulement un Louvre, mais on a aussi une Sorbonne à Abu Dhabi. Donc, c'est le pays dans le monde arabe où il y a la plus grosse présence française, 45 000 Français aux Émirats arabes unis. Et c'est vrai que c'est un pays qui vante, d'ailleurs, son sentiment de sécurité. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez aucun risque de vous faire voler, vous n'avez aucun risque de vous faire agresser. C'est un régime où la répression est très forte. Donc, en fait, personne n'osera jamais vous voler là-bas. Vous pouvez laisser, j'avais des amis qui laissaient leur voiture de luxe avec le contact sur la clé et pouvaient partir. Personne ne touchera à votre voiture. C'est un petit pays, déjà, on vous retrouvera très facilement. Et surtout, la répression est tellement forte, les conséquences sont tellement énormes que personne ne s'amuse à ça. Ça vous donne un sentiment de sécurité au point que vous en oubliez justement le contexte géopolitique. Et je pense que beaucoup de Français qui se trouvent là-bas et qui voyaient ce pays comme un îlot faste où on peut faire la fête sans trop de règles et sans trop de problèmes, où l'économie est plutôt florissante, se rendent compte et sont rattrapés aujourd'hui par la géopolitique. Et là, vraiment, c'est toute
le narratif aussi des Émirats arabes unis qui est mis à mal. Benyamin Netanyahou a annoncé hier le déploiement de 100 000 réservistes aussi. Rina Bassiste, à quoi vont-ils servir et où vont-ils être déployés? Un peu sur tous les fronts, a priori. Oui, mais surtout, ce qu'on voit, c'est depuis samedi matin, une heure après avoir tué Khamenei. Déjà, Israël a commencé à bombarder très intensivement les Hezbollah. Donc, il y aura beaucoup de soldats réservistes, pas forcément eux qui vont être déployés dans les Nord, mais qui vont libérer justement des soldats réguliers. Ouais. Voilà, et pour être stationnés sur cette frontière avec le Liban, sur la frontière avec la Syrie. Et bien sûr, il y a aussi la frontière avec Gaza, on ne l'oublie pas, et en Cisjordanie. Donc Israël est confronté à une situation extrêmement volatile, extrêmement complexe en ce moment. Et certes, personne ne songe à envoyer des soldats israéliens combattre en Iran, mais Israël a besoin de pas mal de personnes sur place. Et on se souvient, 100 000, c'est énorme. Ouais. Vous vous souvenez, après le 7 octobre, il y avait, ça c'était la mobilisation la plus grosse à jamais en Israël, autour de 300 000 réservistes qui étaient appelés. Donc il s'agit des gens qui ont servi pendant ces 2 ans et demi, 100 jours, 200 jours, 300 jours. C'est phénoménal, vous imaginez ce qu'ils ont subi côté financier, familial, des études. Les appeler maintenant à nouveau, ce n'est pas une décision facile pour le gouvernement, ce n'est pas quelque chose anodin. Ça veut dire que vraiment, l'armée prévoit une assez longue quand même, confrontation avec Hezbollah. Ce n'est pas une question de 2-3 jours. Et on continue à parler bien évidemment sur France Info et notamment de l'homme qui a engendré finalement ces frappes samedi de Donald Trump et de son implication, l'implication des États-Unis évidemment dans ce conflit.